Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresque.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Si vous saviez la joie que j'éprouve de vous retrouver chaque semaine dans ce podcast. Je me surprends souvent à sourire toute seule en repensant à tous les messages d'encouragement que vous m'envoyez et je me dis que ce serait dommage de ne pas les partager avec les autres auditeurs. J'ai donc décidé de partager avec vous de temps en temps quelques messages que j'aurais choisis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le message d'Audrey qui, après avoir écouté le dernier épisode, l'épisode 14, avec la présidente de l'Association des femmes de l'aide congolaise, Madame Yolande Elebe Madembo, dit ceci. Un grand merci à vous, Assel. Elle écrit merci en grosses lettres. J'ignorais que ce genre d'initiative existe en RDC. C'est très inspirant. Étant moi-même originaire de RDC, mais née en France, je découvre encore un peu de cette culture que je ne maîtrise pas totalement. Merci. Mais très chère Audrey, je n'ai pas répondu directement à ton message parce que je voulais te faire cette petite surprise. Merci infiniment pour ta fidélité. Si vous aussi, vous avez envie de laisser un commentaire ou même de me poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire par mail, par WhatsApp ou encore sur votre plateforme d'écoute de podcast. C'est avec grand plaisir que je répondrai dans le podcast. Merci à tous pour votre soutien. L'idée de créer le magazine afrolivresque.com m'est venue un soir en 2014 après des échanges sur Facebook autour d'un livre. À l'époque, j'y animais une rubrique de débat autour d'un livre d'un auteur africain. Je le faisais par passion pour la lecture et aussi parce que j'aime apprendre, j'aime transmettre et j'aime partager le savoir. Je n'avais alors aucune ambition entrepreneuriale dans le domaine du livre. Et puis, petit à petit, l'idée de ce magazine s'est en quelque sorte incrustée dans ma vie sans demander ma permission. Je n'arrivais plus à la chasser de mes pensées. Au réveil, dans la journée, au travail, le soir et même dans mes rêves, elle me hantait. La seule solution qui s'imposait alors pour moi, si je voulais m'en débarrasser, était de la mettre en pratique et de la tester. Tout simplement. Sans trop comprendre où j'allais, j'ai créé le nom Afrolivresque ce même soir. J'ai créé une page Facebook et j'ai commencé à poster des contenus autour de la littérature afrodescendante que je découvrais ça et là et que je trouvais intéressant. Petit à petit, à force de patience, de résilience et de détermination, entouré aussi de personnes qui me soutiennent, quoi qu'il arrive, j'ai maintenu le cap. J'ai entrevu cette détermination dans le parcours de mon invité d'aujourd'hui, Flore Agnès Tazoa, qui est d'origine camerounaise, avocate et réside en Suisse. Mieux encore, notre échange m'a inspirée, car Flore Agnès est une femme qui sait déplacer les montagnes. En 2016, elle crée l'association La Scène littéraire et lance le prix littéraire Les Afriques, un prix littéraire qui prime des auteurs afrodescendants d'un montant de 6 000 francs suisses et d'une œuvre d'art du docteur Momar Seck, artiste peintre sculpteur, d'une valeur de 3 000 francs suisses. Dans les activités et projets de l'association La Scène littéraire, on compte, entre autres, des dizaines de cafés littéraires dans une dizaine de pays en Afrique subsaharienne, une résidence littéraire au Cameroun, ou encore des aides financières aux porteurs de projets dans le domaine du livre. Avec sa maison d'édition créée il y a quelques mois et qui porte son nom, les éditions Flore Agnès Tazoa, Flore Agnès vient de frapper un grand coup dans le domaine littéraire en Afrique francophone il y a quelques jours.
Elle a racheté les droits de 3 classiques africains du célèbre auteur camerounais Ferdinand Oyono à la maison d'édition française, les éditions Julliard. Il s'agit des romans Une vie de boy, publié en 1956, Le vieux nègre et la médaille, publié en 1956 aussi, et Chemin d'Europe, publié en 1960. Alors, comment Flore Agnès Dazoa est-elle partie d'une simple idée pour arriver à monter ce beau et vaste projet qu'est la scène littéraire? Comment gère-t-elle l'organisation du prix Les Afriques et celle des autres activités de l'association? Comment finance-t-elle toutes ces activités et comment gère-t-elle ses collaborateurs? Flore Agnès Dazoa nous l'explique dans cet épisode avec beaucoup de fraîcheur et d'authenticité. Je vous souhaite une très agréable écoute. Je reçois Agnès Dazoa dans cet épisode du podcast pour parler du prix Les Afriques. Le prix Les Afriques est un prix littéraire de l'association La Scène Littéraire. Bonjour Agnès. Bonjour Assel, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu déjà? Je vais bien et je suis toute excitée d'être là avec toi, pouvoir échanger. Parfait. Moi aussi d'ailleurs, parce que comme je te disais dans notre échange avant, je suis très admiratrice du travail que tu mènes autour du livre pour la promotion du livre africain. Et donc, j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui pour qu'on découvre, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'on découvre le travail que tu abats sur le terrain qui est énorme, qui est vraiment impressionnant. Un travail qui a démarré avec le lancement du prix Les Afriques. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais que tu te présentes en quelques mots pour ceux qui ne savent pas qui tu es. Alors, je vais me présenter, mais avant, je vais te dire aussi mon admiration en fait par rapport au travail que tu fais, que tu abats toi aussi, parce que tu étais déjà là bien avant que moi j'arrive sur le terrain de la littérature et j'étais déjà très admiratrice avant de m'y lancer. Donc voilà, je t'enjoins à continuer, on a besoin de toi. Voilà. Merci, ça fait plaisir vraiment. Voilà. Alors, qui je suis? Je m'appelle Flore Agnès Dazoa, je suis camerounaise. Je vis en Suisse où j'exerce le métier d'avocate et à côté de ça, j'ai cette passion pour la littérature que j'essaye de porter, particulièrement la littérature africaine. Et voilà. Donc voilà, passionnée, avocate et passionnée de la littérature. En gros, c'est comme ça que je me résume. D'accord. Comment tu te retrouves à faire des études juridiques et ensuite tu passes à la littérature? Parce que les deux, tout de suite, on se dit, mais quel est le lien? Alors, la littérature, je suis entrée dedans très jeune parce que j'avais un oncle qui était bibliothécaire. C'est aussi simple que ça. Donc, il m'a inscrite en fait dans sa bibliothèque qui était le Centre culturel français à l'époque. Je pense j'avais 8 ans. Comme j'étais enfant unique, je m'ennuyais beaucoup. C'est difficile en Afrique quand on est enfant unique. Hein. Oui. Donc, je m'ennuyais beaucoup quand je rentrais des cours, etc. Donc, il m'a inscrite à la bibliothèque. À partir de là, j'ai fait connaissance avec la littérature et je n'ai plus jamais arrêté de lire. Voilà. Et lorsque j'ai quitté le Cameroun après mon baccalauréat, j'ai décidé en fait de faire des études de droit. Je suis venue en Suisse pour faire des études de droit. Ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il faut se concentrer dans ce qu'on est venu faire. Donc, j'ai un peu laissé tomber la littérature parce que ce que je suis venue faire me prenait beaucoup d'énergie. Oui. Et lorsque j'ai fini avec les études, j'ai commencé à embrasser la carrière d'avocate. J'ai eu un peu plus de temps pour moi-même en tant que personne. Donc, j'ai recommencé à me construire au travers de la littérature. J'ai recommencé ce que j'avais juste mis entre parenthèses le temps de réussir 2 ou 3 petites choses. Et étant donné que j'étais en Suisse, donc j'ai recommencé à fréquenter les librairies, les bibliothèques, etc. Mais je ne retrouvais plus la littérature africaine. C'était difficile. Donc je me suis dit, il y a un manque quelque part. Il faut
Il faut essayer de travailler cela. Je me rendais quelquefois au Salon du Livre de Genève. Il y avait quand même un espace qui était dédié à la littérature africaine. Donc, j'ai observé tout ça et puis je me suis dit qu'il y avait quand même un complément à apporter à tout ça et je me suis dit j'allais contacter quelques amis pour qu'on porte ensemble ce complément-là et c'est ce qu'on essaie de faire jusqu'à présent. Simplement. Et c'est de là qu'est parti donc le prix Les Afriques. Comment on part d'une idée à un projet concret? Parce que j'imagine que ça n'a pas du tout été facile, n'étant pas un professionnel du domaine littéraire. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, au départ, quand je l'ai conçue, je voulais juste fonctionner comme mécène. Au départ, quand je décide de créer la scène littéraire, je me dis, je ne suis pas du monde de la littérature. Je pense que pour chaque chose, il faut avoir des compétences. Absolument. Je ne suis pas du monde de la littérature, donc je suis avocate. Ce que je peux apporter, c'est peut-être quelques économies que j'ai et je vais les confier à des personnes, en fait, qui seront plus à même de faire ça. Donc, mais on sait par expérience que lorsqu'on crée un projet, si on ne s'implique pas, voilà, c'est difficile. On peut donner nos idées à d'autres personnes, leur inculquer, leur dire ce qu'on a envie de voir, mais finalement, on est les seuls à pouvoir vraiment réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc, au début, j'ai voulu fonctionner uniquement comme mécène, mais à la longue, après quelques mois, quelques semaines, j'ai vu que ce n'était pas dit. C'était pas facile, ça n'allait pas être facile, qu'il fallait que le projet, si je voulais qu'il aboutisse comme je le voulais, il fallait que je m'implique personnellement. Donc ça a été difficile j'ai dû apprendre sur le tas comment on fait, comment on rentre dans la littérature en dehors de lire un livre, tout simplement. Oui. Donc j'ai appris échec après échec, problème après problème, voilà, comme tout le monde, et puis voilà, on essaye de faire avancer le projet. Oui. Et voilà. Quel a été le moment le plus compliqué du début, quand tu as commencé cette aventure? Alors, le moment le plus compliqué, j'en ai jamais parlé, mais je vais profiter de l'occasion, je peux en parler enfin. Le moment le plus compliqué, c'est qu'au départ, j'avais des associés, en fait, qui étaient des personnes qui étaient dans le domaine de la littérature à qui je faisais absolument confiance. Donc, je leur disais, écoutez, moi, je m'occupais de tout ce qui était financier et juridique, créer juridiquement l'association. Mais maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est littéraire, l'organisation, le choix des livres, etc., je ne voulais pas être impliquée parce que je pensais ne pas m'y connaître. Donc, c'est difficile, les personnalités qui se rencontrent. Je suis une personnalité assez forte, moi je le reconnais volontiers. Mais le fait est qu'en face, des fois, on rencontre aussi des personnalités qui sont fortes et que voilà, des fois ça clash. Donc, à un moment, les personnes avec lesquelles j'ai commencé le projet, c'était un peu difficile d'avancer avec elles. Donc, j'ai commencé à porter le projet toute seule. À un moment, j'ai dû le porter toute seule. J'étais je pense à 4 semaines du Salon du Livre, parce que l'idée, c'était de présenter pour la première fois notre prix littéraire et notre association au Salon du Livre de Genève. C'était en 2016. Oui. Donc, quelques semaines avant cette présentation-là, je me retrouve toute seule à gérer le juridique, le littéraire et l'organisationnel. Parce qu'à côté, c'est vrai qu'il y avait les membres du jury du prix Les Afriques qui existait déjà, mais ils n'étaient pas impliqués personnellement dans cet aspect organisationnel. Donc, voilà, j'ai dû tout gérer, j'ai dû chercher les livres, j'ai dû présélectionner les livres qu'il fallait envoyer au jury, j'ai dû réserver pour le Salon du Livre, organiser les choses. Et finalement, ça s'est bien passé, mais j'ai appris dans la souffrance. C'est bien d'apprendre comme ça. Justement, en parlant du Salon du Livre de Genève, comme tu l'as expliqué, au départ, il y avait comme une collaboration entre le prix Les Afriques et le Salon du Livre de Genève. Mais après, les chemins se sont un tout petit peu séparés. Pour quelles raisons? Alors non, pas vraiment une collaboration. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a loué tout simplement un stand au Salon du Livre de Genève et j'avais demandé à l'époque à la directrice du Salon du Livre de Genève
de placer notre stand en fait de la scène littéraire à côté du stand du salon africain du livre, parce que je me disais que comme ça il y allait avoir une sorte de convergence en fait, de personnes qui faisaient déjà exactement la même chose. Je l'ai espéré, on a travaillé 2 ans, mais j'ai eu le sentiment, je peux me tromper, moi je m'avance toujours à dire des choses et puis après ça me revient. Voilà, mais je préfère être honnête et te dire des choses comme je les sens et comment je les senti. Donc, j'ai eu le sentiment à un moment que c'était une sorte d'intrusion dans un entre-soi qui s'était déjà créé, et que les gens avaient déjà leur façon de fonctionner, et que ce qu'on apportait de nouveau, voilà, au lieu d'apporter un plus, c'était plutôt ressenti comme si ça venait enlever quelque chose. C'est le sentiment que j'ai eu. Donc, j'ai eu le sentiment, en fait, que ça n'avait pas matché, mais peut-être que je suis pas restée assez longtemps. Parce que on est resté 3 ans, hein. Et je me suis dit, bon, si ça ne colle pas correctement, si ça ne prend pas, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Autant aller faire autre chose ailleurs où il y a peut-être un peu plus de besoin. Et surtout, le salon du livre, je n'avais même pas l'intention d'y rester longtemps aussi, parce que c'est extrêmement cher. L'idée, c'était aussi vraiment de se faire connaître. C'est de la publicité aussi, de se faire connaître rapidement. Mais cet argent-là, parce que c'était 500 francs, c'est 500 francs, disons 450 € le mètre carré pour 4 jours. Donc, c'est exagérément cher. C'est beaucoup. Donc, on s'est dit, cet argent, il y a mieux à faire avec. On voulait se faire connaître aussi, faire connaître l'association et puis après investir l'argent ailleurs. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Ok, c'est assez clair. Moi, je pense que il n'y a pas de jugement négatif ou positif par rapport à ça, parce qu'il y a des projets qui concordent ou qui concordent pas. Donc, voilà, je trouve ça tout à fait normal. Alors, quand on prépare un prix littéraire comme le prix littéraire Les Afriques, il y a, comme tu l'as bien expliqué, un travail de gestion des hommes et des femmes à faire, qui est très important, parce que c'est eux, en fin de compte, qui portent aussi le travail en back-office du prix. Alors, moi, je commence par le jury d'abord. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, comment tu fais pour choisir les membres du jury ? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qu'ils doivent remplir en termes de savoir, en termes de personnalité ? Comment tu fais pour les choisir ? Alors, il faut déjà savoir qu'au niveau du prix Les Afriques, on a 2 instances en fait de jugement des livres. On a un comité de lecture qui compte environ 20 personnes, qui sont des blogueurs, des grands lecteurs, des journalistes, des gens qui s'intéressent à la chose littéraire. Et à côté, justement, il y a le jury en fait, qui est constitué de 6 personnalités, parfois c'est 7-6 personnalités du monde de l'écriture. Des professionnels maintenant de l'écriture, des écrivains confirmés. Alors, comment je les ai choisis au départ ? Disons que le prix Les Afriques, comme tu le sais, avant, il s'appelait le prix du livre engagé. Oui. Voilà, c'est-à-dire que on est parti sur certains profils qui répondaient, aux conditions entre guillemets qu'on avait posé dans notre règlement, en ce qui concerne les livres qu'on présélectionnait. Donc, on a cherché un peu les écrivains ou bien les enseignants, les professeurs de littérature qui correspondaient à ce profil-là, qui pouvaient accompagner et comprendre ce projet-là, avec qui ça pouvait matcher. Voilà. Donc, des gens qui ont écrit des choses sur la littérature engagée, des gens comme Boris Diop, comme Ambroise Combe, dont on connaît les positions en ce qui concerne la littérature africaine, etc. Donc voilà, on a présélectionné ces profils-là qui allaient avec le discours qu'on portait, parce que c'est un discours, on l'assume complètement. Donc voilà, c'est des gens qui ont une crédibilité, qui sont reconnus sur la place intellectuelle africaine, la place littéraire africaine, et dont les jugements ne peuvent pas souffrir en fait quelques reproches en fait d'intégrité.
que ce soit. C'était ça aussi de chercher des profils. Je dis pas que les autres sont pas intègres, hein, loin de moi, je peux pas vous le dire. Voilà. Mais il fallait chercher des profils qui correspondaient au discours que nous on portait. Alors, il y a une question qui est très importante quand on a un tel projet et avec une telle envergure, qui est la question des finances. Bon, tu disais que tu avais commencé d'abord toute seule, mais vu l'étendue qu'a le projet aujourd'hui, et on reviendra sur tout ce qu'il y a à l'intérieur du projet, comment est-ce que tu gères la partie finance, en ce sens que tu peux pas toujours mettre tes propres économies dans un tel projet à un moment, sinon tu vas te ruiner. À un moment, il faut bien chercher des moyens externes pour financer le projet. Comment est-ce que tu procèdes? Alors, en ce qui concerne, parce qu'il y a l'association, elle s'est un peu diversifiée. Hein. Oui. En ce qui concerne le prix littéraire lui-même, disons que l'idée ne m'est pas venue hier. Hein. C'est une idée que je caressais déjà depuis. Avant, on a commencé en 2016, mais c'est une idée que je caressais déjà depuis 2010. Donc, j'ai commencé à faire des économies. Je me suis dit, je vais me lancer dedans. Vu que je veux faire quelque chose d'indépendant, je ne veux pas demander de l'argent à des institutions ou à l'État, parce qu'après, c'est eux qui dirigent ce que tu fais. Hein, obligatoirement, c'est qu'à l'État. Donc, je me suis dit, avant de me lancer, il faut quand même prévoir une petite pérennité quand même. Hein. Donc, j'ai pris le temps de faire quelques économies que je me suis dit, je vais consacrer uniquement à ça. Au moins, pendant quelques temps, ça va pouvoir fonctionner de manière indépendante. Donc, en ce qui concerne le prix lui-même, c'est-à-dire le montant qu'on remet à l'écrivain chaque année, et puis le tableau qui est offert par Montmarset, ça vient vraiment de ma poche, encore et toujours. Et je tiens à ce que ce soit comme ça pour X temps encore, pour qu'en fait, on n'ait pas de pression. Oui. On n'est pas de pression parce qu'on va demander des fonds, on va nous poser des conditions. C'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Peut-être qu'on en parlera après. Par exemple, le roman qui est primé, il faut qu'il soit lu en Afrique, etc. Ça coûte parce qu'il faut le produire. Là, on commence à demander en fait à des particuliers ou bien à des institutions de venir financer la production de ce livre-là. Mais ils viennent financer quelque chose qu'on a déjà décidé. C'est ça qui est important. Ils ne sont pas au début du processus. Ils arrivent au moment de le finaliser, de le porter à la jeunesse. Mais je tiens vraiment à ce qu'au début du processus, on tienne toutes les rênes. C'est important, à mon sens. Oui, on reviendra sur cette partie-là. Alors, comment est-ce qu'on peut participer ou alors adhérer à l'association? Alors, pour adhérer à l'association, il faut aller sur notre site internet. Hein. Je pense que tu ne le mets pas, qui est www.lascenelittéraire.com. Et puis, il y a un menu où il y a adhésion, il y a un fichier qu'on remplit. Maintenant, il y a un montant à payer, je ne sais plus très bien, je pense que c'est 10 euros. 10 euros par an pour les gens qui sont hors Union européenne, États-Unis, Canada, etc. Et 50 euros par an pour les personnes qui sont dans le Nord, en fait. Oui. Donc, c'est relativement abordable. Hein. Donc, tous ceux qui peuvent être intéressés peuvent aller sur le site de la scène littéraire. C'est aussi une forme de mécénat, hein, on peut dire. Hein. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, en ce qui concerne le prix Les Afriques, les auteurs qui participent sont en général des auteurs qui viennent de l'édition classique. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'auto-édition, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose là-bas qui peut être intéressant. Alors, est-ce que tu as envisagé à un moment d'intégrer aussi des auteurs auto-édités? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Alors, le problème, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé la rédaction en fait, des statuts et la rédaction du règlement du prix littéraire, je me suis posé la question, hein, est-ce qu'on prenait les auteurs auto-édités? Ce qui m'a retenu, c'est que j'avais aussi lu des livres qui étaient auto-édités. Le problème, c'est qu'il y a un travail. Peut-être c'est plus le cas maintenant parce que les choses ont changé, dans l'auto-édition, ça évolue beaucoup. Hein. C'est pas ce qui se faisait en 2016 qui se fait en 2021. Mais à l'époque, c'était encore un peu
Voilà, c'était pas, enfin, des livres que j'avais lus qui étaient accessibles, surtout dans notre littérature à nous. Disons que le travail de finition de l'édition, en fait, n'y était pas encore. Voilà. Même, on a certains livres qui sont édités par des soi-disant éditeurs professionnels de notre continent. On a encore beaucoup de mal. On voit que le travail n'est pas fait. Le travail d'édition, de finition du livre n'est pas correctement fait. Donc, on se disait, bon, voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de comparer un livre qui a été édité par, je ne sais pas, par Grasset, un livre qui a été édité par un petit éditeur qui n'a pas eu le temps de faire le travail? Est-ce que ça a du sens, en fait? Ou bien en auto-édition soi-même, est-ce que ça a vraiment du sens, quoi? Oui. On sait déjà un peu comment les choses vont se terminer, sauf si, bien évidemment, il y a toujours le talent de l'écrivain qui peut faire que, mais oui. Voilà, on sait un peu. Bon, maintenant que tu me poses la question, je pense que je vais poser la question déjà aux membres de notre jury de ce qu'ils en pensent, et puis aux autres personnes de l'association. La question peut être honnêtement posée. Actuellement, il y a des possibilités de travailler. Tout à fait. Ok. Donc, tu restes toujours ouverte à des évolutions dans le cadre du prix Les Afriques. Totalement, mais bien évidemment. C'est bien de le savoir, hein, parce que je me dis que oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à la qualité des livres qui viennent de l'auto-édition, mais à ma grande surprise, je suis tombée sur un ou deux livres qui étaient vraiment bien. Et je me disais, c'est dommage que juste parce qu'ils sont auto-édités, ils n'avaient pas la possibilité d'être découverts par le plus grand nombre. Donc, il faudrait peut-être voir comment faire pour faire le tri, en fait. Oui. C'est vrai que d'ailleurs, il y a des livres qui sont soi-disant édités par des éditeurs qu'on reçoit. C'est quasiment de l'auto-édition, mais bon, on va pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui essayent de contourner l'obstacle en allant eux-mêmes créer leur petite maison d'édition. Donc, ça fait joli, maison d'édition XYZ, et puis voilà. Alors que le travail d'éditeur, c'est un vrai boulot. Hein, un vrai travail, voilà. Tout à fait. Alors, dis-moi, dans l'association, après le prix Les Afriques, tu as comment dire, élargi la sphère d'impact de l'association. Donc, tu as créé des projets autour de ce prix littéraire. Je prendrai l'exemple des cafés littéraires. Je prendrai l'exemple du prix de Mongo-Betty. Hein. Je prendrai l'exemple de la nouvelle maison d'édition que tu viens de créer qui s'appelle les éditions. Voilà. Donc, c'est énorme le boulot que tu es en train d'abattre, vraiment. Alors, je vais commencer par les cafés littéraires. En quoi consiste-t-il? Alors, déjà l'idée des cafés littéraires nous vient du fait que la première année où on donne le prix littéraire, on attribue le prix littéraire, c'était à Madame Emily Boum pour les maquisards. On se rend compte que, en fait, on a attribué un prix littéraire en Suisse. Notre prix littéraire est soi-disant un prix littéraire africain. On a attribué un prix littéraire en Suisse. On en a parlé. Afro-Libriste en a parlé. D'autres médias en ont parlé. En Afrique, on en parle aussi. Mais qui a lu? Qui a lu en Afrique? On se dit, bon, on va faire quelque chose pour que les gens puissent quand même lire le livre, surtout la jeunesse, en fait, que nous, on lise. Donc, on a commandé des livres, en fait, à la maison d'édition. On leur a commandé 300 livres qu'on a envoyés en Afrique. Cette année-là, c'était uniquement le Cameroun. On a envoyé les livres. On a fait une sorte de concours, justement, le concours Mongo-Betty. C'était pour que les gens gagnent des livres, en fait, qu'on avait envoyés au Cameroun. Donc, le concours se passe bien, on arrive à dispatcher les 300 livres et on se rend compte que finalement, 300 livres, c'est bien peu. Il y avait tellement de demandeurs, des jeunes qui nous appelaient, mais moi, j'ai pas eu le livre, j'ai fait le concours, mais est-ce que je peux aussi avoir? Elle a eu. On s'est dit, alors là, c'est un peu compliqué, il faut trouver une solution. Il faut que, si un prix s'appelle le prix Les Afriques, si un prix
se dit être un prix du livre africain, il doit être lu sur le continent. Sinon, Absolument. ça n'a pas de sens. Oui. Sinon, c'est complètement insensé. Alors, on s'est dit, on a commencé à réfléchir. Donc, on a eu cette idée d'acheter les droits, en fait, du livre primé. Parce que si on achète 300 livres, c'est extrêmement cher, hein, parce qu'on vous fait une remise, c'est une remise de librairie, c'est 25%. Vous devez payer le fait que, voilà. Donc, on s'est dit, ce qu'on allait peut-être faire, c'est acheter plutôt les droits du livre pour le continent africain. Et comme ça, on pouvait produire le livre à volonté. On paye une seule fois, après, on distribue comme des bouts de pain. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris le temps de la réflexion, on a aussi pris le temps des économies, parce qu'entre l'idée et maintenant pouvoir la réaliser, il faut gagner de l'argent. Absolument. Donc on avait pensé ça en 2016. On a commencé à le faire avec le prix, l'avant-dernier prix, on est à mardi, en 2019. Donc voilà. Donc l'idée des cafés littéraires, c'est donc d'aller dans des établissements scolaires, ou bien dans des établissements universitaires, ou bien dans des groupes de lecture, des associations de lecture de jeunes ou bien de moins jeunes, de leur donner des livres, parce que l'idée c'est vraiment de donner des livres gratuitement, à la seule condition que la personne s'engage à lire effectivement le livre, et parce que après on organise un événement littéraire où on invite toutes les personnes à qui on a donné des livres et qui viennent discuter en fait de ce qu'ils ont lu dans le livre, de ce qui les a intéressés, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, bon, si on n'est pas connaisseur, c'est surtout sur le fond. L'idée, c'était aussi, après, le côté littéraire, il y a aussi un peu le côté éducationnel qui s'est ajouté. L'idée, c'est aussi d'essayer de travailler, en fait, le sens critique de notre jeunesse, de les amener, en fait, à se poser des questions. Parce que dans toute cette léthargie, il faut dire, dans toute cette léthargie ambiante, il faut que les gens commencent à s'interroger sur eux-mêmes, sur ce qui les entoure, sur ce qu'on leur dit, de ce qu'on leur fait faire. Il faut des interrogations. Si les gens ne se posent pas de questions, ils ne changent pas. Ils ne cherchent pas de changement. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu d'essayer de travailler toutes ces choses-là petit à petit. On pense que le livre, en fait, et la littérature, c'est un bon moyen. Absolument, je suis totalement d'accord. Alors, si quelqu'un veut organiser un café littéraire dans son pays ou dans sa communauté, comment est-ce qu'il procède? Alors, on a sur notre site internet, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est tout simplement de nous envoyer un mail. Notre adresse mail est sur le site internet. Ou bien la deuxième possibilité, d'aller sur le site internet. Et sur le site internet, en fait, il y a un menu qui s'appelle café littéraire à offrir. Et là, on peut acheter un café littéraire. Si vous voulez offrir, par exemple, dans votre village, vous voulez réunir, je ne sais pas, 20 personnes ou 25 personnes pour un café littéraire, il va coûter 100 €. Donc, dans les 100 €, on aura 20 livres qu'on va offrir, et puis on va organiser l'endroit, c'est-à-dire qu'on va trouver l'endroit où organiser le café littéraire, on va mobiliser les gens ou nous donner les noms, et si vous voulez pas nous donner les noms, nous-mêmes on va aller chercher dans les lycées, etc. On va mobiliser le nombre de personnes que vous voulez mobiliser, on va aller leur porter les livres, on va trouver quelqu'un qui va les encadrer. Si dans un lycée, on va trouver le proviseur ou bien le professeur qui peut s'intéresser à la chose. On va on va encadrer tout ça, et on va distribuer les livres dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on va revenir pour organiser l'événement culturel pour que les gens, et surtout les jeunes, puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont lu, ce à quoi ça leur ramène à leur situation personnelle ou environnementale. Voilà, tous ces échanges-là de débats, créer quelque chose, créer un débat citoyen, un débat, voilà. Pousser les gens à s'exprimer. Donc, tout le monde qui en a envie et qui en a les moyens peut acheter, entre guillemets, une façon de parrainer un café littéraire. Un café littéraire, tout à fait. Okay. On peut acheter, et puis le montant n'est pas obligatoire. Si quelqu'un se dit, par exemple, dans mon village, je veux bien un café littéraire, que la personne n'a pas 100 € et qu'elle n'a que 50 €, si elle veut vraiment qu'on y aille, on va aller. C'est-à-dire qu'on va prendre les livres que la personne
offre pour 50 €. Après, nous allons compléter, nous allons organiser un grand café littéraire. D'accord. L'idée, vraiment, c'est d'intéresser les gens et surtout de pousser les gens à faire pas seulement les choses dans les villes, parce que dans les villes, on en fait souvent, aller vraiment chercher les gens dans les campagnes, etc. Oui. Et qui mieux que l'enfant du pays pour savoir ce qui se passe dans sa campagne et où aller, etc. C'est ce qu'on essaye de faire, en fait, et de susciter. C'est une idée vraiment géniale. Et je veux profiter donc de cette occasion pour dire que Afro-Livresque va offrir un café littéraire, donc de 20 livres. De 20 livres. Vous allez choisir l'endroit, le lieu, les personnes. Nous, on s'en occupe pas. Nous, on vous offre le café littéraire et puis vous verrez qui mérite ce café littéraire-là. Ah, génial, ça c'est super. Merci beaucoup, Estelle. Mais c'est avec un grand plaisir, vraiment, parce que ce qui se fait sur le terrain par la scène littéraire, c'est impressionnant. Parfois, quand je regarde la communication sur les réseaux sociaux, je vois les villages dans lesquels on fait les cafés littéraires, je n'en reviens pas, parce que c'est des villages, c'est des noms déjà qu'on ne connaissait pas, et c'est une jeunesse qui donne l'impression d'avoir attendu ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment le mérite de nos animateurs culturels, qu'il faut remercier ici, que ce soit Raoul Jimeli, qui se bat beaucoup au Cameroun pour la chose littéraire, Michel au Sénégal, ou bien encore, tous les animateurs culturels avec qui je travaille, qui vont vraiment dans les villages, etc., pour aller chercher, pour aller grappiller, aller cogner, parce qu'ils vont cogner porte par porte, etc. Quand c'est pas organisé dans un lycée, ils vont vraiment chercher les gens, personne après personne. Et les gens s'intéressent. Les gens lisent, parce qu'on dit toujours les gens ne veulent pas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens lisent. Il faut juste qu'on leur propose des livres qui parlent d'eux et qui les intéressent. Absolument. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir d'où te vient ce talent d'attirer les gens vers toi et qui s'engagent dans un projet où ils sont tous bénévoles à la base. Comment tu fais pour réunir une équipe qui est tant passionnée, engagée? Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est moi, parce que moi, personnellement, si tu vas leur demander, je pense qu'ils te diront que je suis difficile à vivre. Bon, d'accord. mais tu sais, tu as la tête d'une association, d'un média, etc. Tu sais que c'est difficile de gérer les gens et que... Parfois, il faut un peu taper du poing sur la table. Mais disons que je pense que c'est le projet. Je pense que c'est ce qu'on est en train de porter qui les retient beaucoup plus à moi que ma personne moi-même. Parce que moi, je pense qu'ils pourraient me donner des baffes certains jours. Mais ce qu'on est en train de réaliser, ils voient l'importance que cela a sur le terrain. Ils voient les personnes à qui ça s'adresse, combien de fois c'est important pour eux. Ils voient la singularité en fait de notre organisation même, parce que on aimerait bien que beaucoup d'autres projets du genre voient le jour, mais c'est encore difficile. Donc je pense que c'est l'idée, la singularité et la portée en fait qui les attache à moi beaucoup plus que ma modeste personne qui est un peu... Alors, tu as organisé une résidence littéraire au Cameroun. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette résidence littéraire? Alors, la résidence littéraire, c'est une idée qu'on a eue, je pense que c'était la 2e année d'existence de la scène littéraire. Oui. On se disait, j'avais discuté avec Baraka Sakim, en fait, qui était le 2e lauréat de notre prix, et qui il me demandait le jour où il a reçu le prix, il me disait, est-ce que vous avez un lieu de réflexion, en fait, pour les écrivains africains? Je lui disais un lieu de réflexion, comment je dis, mais il me dit, mais pour écrire, on a besoin d'espace, on a besoin de calme, on a besoin de
d'un environnement propice pour écrire? Est-ce que vous avez réservé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en Afrique? Moi, ça m'intéresserait. Quelque chose en Afrique, en fait, j'ai dit non, on n'a pas. Donc, j'ai essayé de chercher au Cameroun s'il y avait quelque chose. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais c'était très difficile d'entrer parce que c'était très prisé. Alors, l'idée nous est venue, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on est déjà dans le bain. Oui. Pourquoi ne pas créer une résidence littéraire? Et effectivement, on a créé une résidence littéraire. On est en train de construire en fait les locaux de la résidence actuellement. Mais dans l'intervalle, on a des appartements au Cameroun en fait qui sont en location, donc on a pris 1 ou 2 appartements dans lesquels on reçoit en fait les écrivains qui souhaitent aller travailler dans l'environnement africain pour avoir des idées africaines, pour écrire un livre africain. Mais d'autres aussi. Voilà. Donc l'idée à la base c'était, on voulait uniquement inviter des jeunes écrivains du continent. C'est toujours l'idée. On voulait réserver en fait aux jeunes écrivains du continent notre résidence littéraire, et puis à d'autres écrivains beaucoup moins jeunes et beaucoup plus connus qui s'y sont intéressés, et puis on a accepté. Donc elle est ouverte. Oui. Un peu moins ces derniers mois à cause justement du Covid, on a un peu de mal à inviter les gens, on a un peu peur de prendre des responsabilités pareilles. Absolument, oui. Voilà, mais sinon elle est là. Là on va recommencer puisque les choses ont l'air de s'arranger. Je pense que dans 2 mois, on aura un résident. L'idée, c'est de déposer une demande, tout simplement. Les conditions sont dans notre site internet. La personne qui a accepté, elle reçoit 1 500 € par mois pour pouvoir travailler. Et nous, on paye en fait les frais de déplacement, d'où qu'elles viennent, et les frais de subsistance en plus sur place. Donc, les 1 500 € qu'on donne, c'est vraiment pour la personne elle-même, et on se charge de tout le reste. Oui. Et combien de temps dure cette résidence littéraire? Alors, on donne entre 1 mois et 3 mois maximum, en fait, pour pouvoir en fait, avoir une sorte de tournus. D'accord. Dans la résidence. Très bien. Une autre corde à ton arc, c'est la maison d'édition nouvellement créée, qui porte ton nom d'ailleurs, Flore Agnès d'Azua. Alors, avant de créer cette maison d'édition, tu avais fait un partenariat avec une maison d'édition camerounaise pour avoir une collection, la collection Kalahari, pour distribuer le livre gagnant du prix Les Afriques. Et comment a été cette collaboration et pourquoi ce shift vers une maison d'édition? Disons que la collaboration avec Ifriqiya, parce que c'était la maison d'édition Ifriqiya, elle s'est bien passée. Mais le problème, c'est qu'une maison d'édition à la base, c'est une entreprise. C'est-à-dire que c'est ce sont des gens qui travaillent, qui ont des salaires et qui produisent un livre et qui entendent avoir un certain retour financier en fait sur ce qu'ils produisent. Malheureusement, ce que la scène littéraire et moi-même on souhaitait faire, c'est de distribuer des livres. Qui dit distribuer des livres, ça veut dire qu'au départ il y a le travail de la maison d'édition, mais il n'y a pas les rentrées d'argent. Donc avec Ifriqiya, c'était bien au début, mais après je me suis rendu compte en fait qu'on leur demandait de devenir une sorte de la scène littéraire bis, en fait, de devenir une association qui distribue les livres, alors que eux, ils étaient une entreprise, donc une entreprise qui veut investir et avoir des retours, des bénéfices. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est un sacrifice que j'ai décidé de faire moi. Je vais pas l'imposer à d'autres. Donc, si je veux continuer à distribuer des livres gratuitement, autant le faire moi-même. Et puis, j'ai créé cette maison d'édition qui a pas seulement pour but de distribuer des livres, mais aussi d'éditer vraiment des livres et puis de faire un véritable travail d'édition. Mais l'idée, c'était, on est parti de chez Ifriqiya pour leur enlever en fait ce poids-là qu'on leur avait apporté. Ils n'étaient pas demandeurs de ce poids-là.
Voilà. Alors, le premier livre de la maison d'édition, c'est le livre de la gagnante du prix Les Afriques, la dernière édition, qui est Ayobami Adebayo. Le titre du livre c'est Stay With Me, le titre original, et le titre en français, c'est Reste avec moi. Alors, comment est-ce que tu gères l'acquisition des droits? Parce que il y a déjà l'acquisition des droits régionaux, mais il y a aussi les droits de traduction. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, au niveau des droits du livre, que ce soit la traduction, etc., ça se passe avec la maison d'édition qui a traduit le livre, c'est-à-dire la maison d'édition française. En l'occurrence, il me semble, j'ai oublié le nom de la maison d'édition. Au départ, c'était Canon Gates. Maintenant, nous, on a acheté les droits chez Charleston, en fait. Charleston, qui est une marque du groupe Editis. Donc, l'idée, le truc, c'est leur écrire, leur dire, écoutez, déjà, on avertit. Lorsqu'on présélectionne le livre dans le cadre du prix littéraire, on leur dit si, dans l'hypothèse où votre livre, le livre que vous avez édité gagne le prix, vous devez savoir qu'on peut acheter les droits de ce livre-là pour pouvoir, en fait, le distribuer en Afrique. Donc, ils sont toujours un peu avertis, un peu préparés. Donc, lorsque la maison d'édition et le lauréat gagnent le prix, on vient donc sur la table des négociations avec la maison d'édition. On leur propose, en fait, ce que nous, on veut donner. Bien évidemment, ils ne sont jamais d'accord avec ce qu'on veut donner. Mais en tant qu'avocate, tu dois avoir quand même un avantage. Ah ben oui, moi j'aimerais avoir une négociatrice comme toi à mes côtés, parce que là... Disons que dans le monde de l'acquisition des droits et comment jongler avec toutes ces maisons d'édition-là, c'est vrai que je pars avec certains avantages, en fait. Oui. Je m'en rends compte, bien évidemment. Ouais, je pars avec certains avantages qui me permettent, en fait, de discuter avec eux et d'aller droit au but, de dire ce que je veux, comme je le veux et quand je le veux. Donc, on arrive assez vite à trouver des accords, mais c'est un monde qui est, c'est compliqué, C'est compliqué. Enfin, les gens, quand vous leur dites, j'achète des droits pour aller distribuer et vendre des livres en Afrique, ça veut dire qu'ils n'auront pas, ils vont perdre une certaine mainmise, en fait, parce que c'est un continent, ils ne savent pas trop bien comment ça se passe là-bas, les droits, est-ce que je vais respecter ma parole par rapport à ce que je vais produire, est-ce que je vais leur donner leur pourcentage comme prévu, est-ce que... Donc, il faut les rassurer, il faut discuter avec eux, il faut les convaincre, on arrive à faire ça jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Oui. Donc, on espère que ça va continuer. Donc, on discute directement avec la maison d'édition française, mais c'est vrai que les auteurs anglophones sont très, très regardants sur leur œuvre. Que ce soit les auteurs ou bien leurs agents, parce qu'ils sont presque tous des agents. Oui. Donc, quand bien même tu as discuté avec la maison d'édition, tu dois savoir qu'ils vont revenir derrière, contrôler un peu le travail que tu fais, te demander des explications sur comment tu comptes travailler avec leurs livres, comment ça va se passer. Ils veulent tout savoir et c'est bien. Je trouve pas bien que les gens soient impliqués comme ça et puis je suis demandeuse. Oui. Et tout ça, c'est avant la signature, parce que tant qu'ils n'ont pas ces détails-là, ces informations-là, ils ne signent pas. Ils ne signent pas parce que pour rester avec moi, par exemple, le prix, on a sorti le prix en novembre, on a signé début février. Okay. Donc, oui, il y a il y a la maison d'édition. À la maison d'édition, tu as déjà la personne qui est chargée de vendre les droits. Après, tu as le directeur de la maison d'édition. Après, tu as l'écrivain. Après, tu as son agent. Donc, c'est vraiment, il faut faire il faut passer, en fait, toutes ces étapes-là. Et puis, quand tu signes, tu fais juste. mais quand bien même, quand tu signes, le travail n'est pas terminé parce que maintenant, il faut organiser tout ça. Comment tu organises la comptabilité? Comment tu organises la distribution? Il y a tout un travail administratif et de production derrière. Mais oui, parce que après avoir acheté les droits, tu deviens éditeur. Là, c'est encore
tu deviens éditeur du livre, on te donne le bébé, la maison d'édition, elle te vend un texte. Oui. Comme elle a reçu, en l'occurrence, elle a déjà traduit le texte, etc. Mais elle te donne un texte. Maintenant, tu dois refaire le travail toi-même, le travail de maquette, la couverture, etc. Tu dois l'adapter. Et puis après, tu dois penser l'impression du livre, tu dois penser la distribution du livre. Et voilà, c'est beaucoup de travail, mais après, tu engages des professionnels. Tu vas faire toi-même. Je suis pas imprimeuse, je ne suis pas, voilà, je suis pas diffuseuse. Après, tu essaies de travailler avec des gens qui sont dans le domaine, mais le problème chez nous, en Afrique, c'est que c'est un domaine qui est, je veux pas dire complètement vierge, mais presque, voilà. Parce que comment je suis rentrée dedans, je me dis, il y a des gens qui existent, il y a déjà des éditeurs, etc. Mais j'ai l'impression que, enfin, peut-être c'est une impression personnelle, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment été défriché en fait. Oui. Parce que tu arrives, tu dis ok, je viens avec mon livre, tu vas dans une maison d'édition, tu leur dis je vais imprimer le livre. Enfin, tu vas dans une imprimerie, tu leur dis je vais imprimer le livre. Tu t'attends à ce que ça se passe comme ça se passe ici en Europe, c'est-à-dire qu'on va te dire ok, qu'est-ce que vous voulez comme papier, on a tel papier, on a ci, on a ça, qu'est-ce que vous voulez comme collage, non. Oui. Voilà, ils ont un seul papier, ils te font le collage qu'ils veulent, tu vas les relancer 10 000 fois avant d'avoir la moindre réponse. Donc, c'est tout un travail encore à faire. C'est laborieux, quoi. C'est laborieux. C'est laborieux. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore les filons qu'il faut, les choses qu'il faut aller. Parce que ici, en Europe, tout est tellement facile et balisé. C'est toujours facile de faire les choses. Mais chez nous, c'est un peu plus compliqué. Peut-être il y a des bonnes personnes que je ne connais pas encore, mais c'est extrêmement difficile, en fait. La première année, pour Né un mardi, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'ai imprimé dans chaque pays où on allait. On faisait des cafés littéraires. J'ai imprimé au Cameroun, j'ai imprimé au Sénégal, j'ai imprimé au Bénin, j'ai imprimé au Congo. Mais après, tu as de telles différences dans les prix, tu as de telles différences dans la qualité du travail. Et finalement, tu commences tu te lasses, quoi. Tu te dis, bon, commence un peu à lorgner ailleurs, ce que tu voulais pas faire au départ. Moi, au départ, je me disais, je veux pas aller dans d'autres pays, je veux pas aller en Chine, je veux pas aller en Afrique du Nord. Je vais essayer de travailler avec le continent, le sous-continent, mais c'est extrêmement difficile. On a encore beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de ce service-là. Dans d'autres services, on est beaucoup plus fort. Mais dans le domaine de ce service-là, c'est encore plus compliqué. On n'est pas encore vraiment des professionnels. Et je pense qu'on devrait s'y mettre un peu plus. Ce que j'ai décidé de faire jusqu'ici, je vais encore insister pour faire imprimer les livres qui concernent le prix littéraire chez nous en Afrique, mais pour les livres même de la maison d'édition, je vais faire jouer la concurrence. C'est vrai que l'entreprise, je serai obligée de faire comme ça. Oui, mais on ne sait jamais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui estiment qu'ils ont le professionnalisme et qui peuvent rendre un travail de qualité en matière d'imprimerie, d'impression de livres, mais ils n'ont qu'à vous contacter. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Alors, on ne va pas continuer très longtemps parce qu'il faut que je te rende ton samedi. Mais moi, je suis très bien avec toi. Alors, comment tu fais? Là, c'est une question un peu personnelle. Comment tu fais pour trouver du temps et organiser tout ça? Parce que tu as une famille que tu dois gérer, tu as un métier qui te prend beaucoup de temps, et à côté de ça, tu as ce grand et vaste projet qu'est la scène littéraire, y compris bien sûr le prix des Afriques. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser et pour ne pas tomber en syncope, carrément? D'abord, je suis une femme, on sait pas. on a cette qualité-là de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. Mais plus sérieusement, je pense que quand on a ce genre de projet, ce n'est possible que si on est bien accompagné. J'ai la chance d'être bien accompagnée par quelqu'un qui comprend l'importance en fait de ce que je lui dis en fait, l'importance de ce qu'on est en train de faire, et qui a pris sur lui en fait de m'aider.
Ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne les tâches à la maison, la petite, parce qu'on a une petite qui a 7 ans, qui prend beaucoup plus que sa part, en fait. Oui. Pour s'occuper de la petite. Donc, j'ai déjà ça en moi. Je m'occupe de ma fille, mais lui, il est là aussi. Le papa, il est très présent quand je ne peux pas être là pour faire les choses. Par exemple, je prends un exemple. Enfin, si je finis le travail à 18h et qu'après j'ai encore une réunion de la scène littéraire, etc., je sais qu'il ira chercher la petite à l'école et qu'il va s'en occuper jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donc, il y a cette possibilité-là, enfin, cet avantage-là d'avoir quelqu'un qui s'implique, et puis il y a tout simplement les sacrifices. À un moment, quand tu choisis de faire quelque chose, tu te dis que cette chose-là est importante, bah, tu fais les sacrifices qui vont avec. Je me lève tous les matins à 5 heures, je suis au lit à 23h30 ou à minuit, et entre deux, je travaille pour le boulot parce qu'il faut gagner de l'argent. Absolument. Voilà. Pour pouvoir porter le projet, et j'essaie aussi de faire la publicité, de travailler sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire. Parce que les gens me disent toujours, mais t'es trop sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le choix. Sinon, on devrait payer. Et tu le fais très bien. Franchement, parfois, je me demande, mais comment elle fait? Où est-ce qu'elle trouve le temps? Non, mais si moi, je pouvais te recruter comme community manager, je le ferais tout de suite. Hein? On fait de métier. Mais à côté de ça, est-ce que tu as une activité où tu décompresses, où tu te coupes du monde et tu essayes de recharger les batteries? Parce que ça, c'est très important aussi pour avoir une certaine balance, un certain équilibre. Alors, jusqu'à il y a quelques temps, j'étais un peu plus jeune. J'allais danser. T'es encore très jeune, ma chère. J'allais danser, j'adore danser. Mais très sincèrement, la lecture. Paradoxalement, heureusement que ma passion, comment te dire ça, elle rejoint aussi ce qui me calme, en fait, et ce qui me fait du bien. C'est-à-dire que si je me sens pas bien, si j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me couper, si j'ai quelque chose qui m'énerve, quelque chose qui me fait mal, que j'ai envie d'oublier, je prends un livre. Je prends un livre que je connais déjà, je sais que celui-là, il va me faire du bien, je prends un livre, je le lis, je me mets dans mon coin, je le lis, ou bien je prends mon casque, je prends mon livre, je l'écoute, je marche, et ça me calme. Et ça me permet, le livre, en fait, non seulement c'est mon outil de travail, mais en même temps, il me permet de m'évader. Et c'est pour ça que je me porte aussi autant, parce que je sais combien de fois il peut faire du bien. Et je me dis, si à moi, il peut me faire du bien comme ça, il y a de fortes chances qu'il puisse faire du bien à d'autres personnes dans l'avenir. C'est-à-dire qu'aller inculquer ça à d'autres personnes qui sont en train de grandir, qu'ils aient quelque chose dans l'avenir qui pourra leur faire du bien sans que ce soit forcément très cher, très ceci ou très cela. Voilà. Alors, est-ce que tu as encore d'autres projets pour la scène littéraire? Parce que je suis sûre que tu as quelque chose dans ton sac. Ah bah, j'en suis sûre. Alors, dis-nous. Alors, j'ai d'autres projets pour la scène littéraire. Je vais te le dire maintenant parce que j'espère que quand tu passeras le podcast, ce sera déjà signé. Donc, c'est un secret que je te dis jusqu'à ce que ce soit signé. D'accord. Merci pour ce privilège. Hein? Je suis en train d'essayer de faire l'acquisition de quelques classiques africains parce que c'est très difficile, hein, parce qu'une fois, j'avais fait un post sur Facebook où j'avais mis que la littérature africaine, en fait, c'est la littérature française écrite par des Africains. Oui. Parce que notre littérature, elle est détenue par les maisons d'édition françaises. Ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Chaque fois que tu dois dire le moindre mot, tu dois les demander à Paris. Enfin, je dis pas qu'ils ont investi au départ. Hein, ils ont fait écrire ces écrivains-là. Mais pour nous autres qui arrivons après ces écrivains, etc., c'est pas une question d'ego, c'est pas une question, mais c'est pas loin de là, c'est pas loin de l'ego, c'est pas loin de la dignité, d'aller quémander, en fait, les écrits de nos pères. Difficile voilà. Donc, je me dis, voilà, nous, on a un peu plus évolué que eux financièrement,
même question un peu de pouvoir, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de récupérer tout simplement quelques droits? Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train de circuler, de faire des pétitions pour aller demander. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses. C'est dire, une maison d'édition, c'est du business, en fait. D'abord du business, oui. Du business, voilà. Vous voulez des droits, vous les achetez. Tout simplement. Voilà, donc, moi, je suis plutôt dans l'optique de leur dire, écoutez, vous avez des droits, est-ce qu'on peut vous les racheter? Si on peut vous les racheter, à quelles conditions? Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant. J'ai eu quelques réponses positives, mais ils sont toujours un peu frileux, ça veut dire qu'ils vont te vendre des droits, mais pour une certaine période. Ah, d'accord. Voilà, ils tiennent aussi, c'est un peu du monde anglo-saxon, c'est-à-dire que ce que je suis en train de négocier maintenant, c'est des droits, par exemple, sur 20 ans. Oui. Voilà, donc c'est suffisant pour pouvoir faire un travail sur un livre. Oui. Donc c'est le grand projet en fait que je suis en train d'essayer de faire aboutir maintenant. J'ai discuté avec quelques maisons d'édition historiques françaises qui sont presque d'accord de nous céder quelques droits. J'ai choisi 5 ou 6 livres importants et si ça aboutit, ce sera génial. Oui. De prendre ça et de dire que voilà, c'est à nous et on a un pouvoir sur ça. J'ai hâte de voir ce projet aboutir parce que je pense que ce serait vraiment un très bel aboutissement. Et puis, est-ce que tu avais déjà pensé aussi à regarder du côté des livres dont les droits sont tombés dans le domaine public? Parce que moi, j'avais réfléchi sur la question aussi, je te l'avoue. Mais en cours de route, c'était tellement compliqué que j'ai laissé tomber. Et j'avais du mal à trouver à qui appartenaient les droits, d'abord au départ. Ça, c'est très, très, très compliqué, surtout quand les textes sont très, très vieux. Et puis, il y avait aussi l'alternative de voir les textes qui sont tombés dans le domaine public. Est-ce que ça, tu y as pensé aussi? Oui, tout à fait. Mais chez nous, il n'y en a presque pas parce que, tu sais, en Afrique francophone, tu sais, avec le système ces contrats d'édition qui sont vraiment terribles, qui signent à l'époque, c'était vraiment terrible. C'est-à-dire que les droits, en fait, appartiennent à l'éditeur jusqu'au 70e anniversaire. On compte le 70e anniversaire à partir de la mort de l'écrivain. Oui. Ça veut dire que l'écrivain meurt et après on compte 70 ans après sa mort en fait pour pour que les droits tombent en fait dans le domaine public. Nos littératures sont très jeunes. Tu as les premiers sont à peine à 30 ans. Donc il faut encore, on doit encore attendre un peu. Mais certains classiques français. Je me suis posé la question parce certaines maisons d'édition françaises ont bien pioché en fait dans notre littérature. À un moment, je me dis que oui, on va aussi faire la même chose. Je pense aussi pour notre maison d'édition, on ira chercher des textes qui sont tombés dans le domaine public en France, des textes d'écrivains français qu'on va éditer, qu'on va distribuer en Afrique. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est une très bonne idée. J'y ai pensé aussi, mais en même temps, je me suppose, parce que les gens, ils te disent aussi, on en a un peu marre de cette littérature étrangère. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, on veut vraiment que ce soit nos livres qui soient même si tu leur tires mon discours, moi, je leur dis, moi, je porte la littérature africaine parce que je pense que quelque part, elle est un peu désœuvrée, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent la porter, mais je lis tout. Oui. Personnellement, je lis tout. Mais financièrement, je n'investis que dans la littérature africaine. Mais je lis tout. Voilà. Donc, je ne saurais jamais dire à quelqu'un ne lis que de la littérature africaine. Il faut tout lire. Donc, si on peut prendre ces droits-là, si on peut aller piocher dans cette littérature-là, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Très bonne idée, tout à fait. Très bien. Alors, Agnès, on est arrivé au terme de notre entretien qui aurait pu aller jusqu'à demain parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Alors, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de lancer un projet, pas nécessairement comme celui de la scène littéraire, mais un projet dans le domaine du livre pour faire avancer un peu les choses, quel serait ce conseil que tu pourrais donner à cette personne? Alors, déjà, il faut s'armer
de beaucoup de patience, de beaucoup de courage et aimer la littérature, aimer les livres et ne pas trop compter sur les écrivains. Oh, ça ferait un autre épisode. À ça, je m'y attendais pas du tout. Alors, je vais pas me faire des amis. Hein. Mais non, c'est pour ça que je dis que ça fera un autre épisode, tu vois, pour qu'on ne puisse pas aller au fond de l'affaire. De bien faire la différence entre la littérature et les écrivains. C'est deux choses bien différentes. Très bien, voilà. C'est noté. Tu vois, comme les personnes et les livres, c'est la littérature. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Merci, c'était un réel plaisir de t'avoir. Moi aussi, mais je t'en prie. Hein. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.